afternoon and welcome everyone. I'm going to try and speak, two of my speakers would rather speak in English, so I will try in as much as possible to ask questions in both languages. On my left, I have Michelle Atkins from BlackRock, Xavier Collot from Amundi, Patrick Suet from Société Générale, and Namita Shah from Total SA. Alors, bienvenue à tous. Nous allons commencer avec des questions pour Namita Shah et Patrick Suet. Je vais commencer donc avec Namita Shah. So, Mrs. Shah, could you provide us some background information about the development of employee share ownership within your organization? Indeed, Société Générale and Total were amongst the first one to put such a scheme in place over 30 years ago. Bonjour tout le monde. Thank you very much for having me here. It's really a pleasure for me to be here today. Yes, I'm happy to talk a little bit about what we do at Total. So just to give you an idea, if we just even go back to 2002, which is just at the time of the merger between the birth of the new Total, so to speak, the first the first program that we ran for the increase in capital for the employees, there were 51,000 employees who participated in that. So it's just to give you an idea of the enormous motivation there is on behalf of all the employees to participate in the share capital of the company. And it's a tradition that has continued since. So we've been having capital increase programs every other year. And last year we actually decided to have the program now on an annual basis. And 40% of the employees, so 41,000 out of 100,000 employees participated this year in the capital increase program. So a very, very strong, loyal base, because a lot of retired employees who continue to participate, who get actually quite... we changed the rhythm last year. As I said, instead of doing every 2-year program, we do an annual program. And last year, they were actually very upset because they expected to be contacted at a certain time of the year. But as we had changed it to an annual program, we changed the timing. And we got a lot of calls from our retired folks saying, how come you're not, what happened? Have you forgotten us? It's very unfair that you're not letting us participate. So a very strong tradition, and of course very much supported by the management. So strong management implication. We do a lot to ensure that the maximum amount of employees around the world have access. So we have 130 affiliates around the world. We have almost 100 countries today that participate in this program. So even rather small affiliates, we make an effort to facilitate the task for them. We really work locally with everybody to be able to move this forward. So I think the real success factor is a very, very loyal employee base, a very dedicated management that looks at this every year and figures out on a way to make it better and easier for our employees. And of course, a solid group where our employees are happy to invest their money, because otherwise everything else would be useless if we weren't bringing a good return on capital for our employees. Thank you for that. And maybe can you tell us how much do employees currently own within Total? It's 5% of the shares. 5%. That's quite significant. Yes, so it is a very significant base. Thank you. Et maintenant, je me tourne vers Patrick Suet. Bonsoir, Monsieur Suet. Alors, la question est la même pour vous. Vous avez développé l'actionnariat salarié dans votre groupe. Société Générale est l'un des premiers à avoir mis en place, lors des privatisations, il y a plus de 30 ans, l'actionnariat salarié. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu sur ce sujet? Merci. En fait, l'histoire est plus ancienne que ça, puisque déjà en 1973... Société Générale était l'une des premières entreprises françaises à avoir un actionnariat salarié, puisque à cette époque-là, les entreprises publiques de l'époque avaient distribué je rappelle que un certain nombre de banques étaient publiques à cette date, avaient distribué des actions à leurs salariés. Et donc la culture de l'actionnariat salarié
remonte en fait bien avant la période des privatisations. Après, évidemment, la privatisation a été la date clé, donc en 1987, quand une quote-part des actions mises sur le marché a été réservée aux salariés. Depuis cette date, on a un pourcentage qui, en réalité, a très peu bougé, qui a oscillé entre 7 et 8% du capital au long du temps. Et aujourd'hui, on a approximativement 7% du capital et un peu plus de 11% des droits de vote entre les mains des salariés. Alors, par rapport à la situation de 1987, quand les choses ont bien changé, puisqu'on a internationalisé notre actionnariat salarié, ceci depuis longtemps maintenant, donc c'est un plan mondial. La leçon est quand même un tout petit peu mitigée de l'internationalisation, parce que quand on regarde l'ancienneté de cette internationalisation, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans maintenant, la part étrangère dans l'actionnariat salarié, c'est en gros 1% sur le total que je viens d'évoquer, alors qu'aujourd'hui, on est approximativement à 50% français, 50% salariés, 50% étrangers, pardon, dans les salariés du groupe Société Générale. Donc c'est l'un des sujets que l'on a, c'est quand même vraiment notre capacité à internationaliser plus. Alors on bute sur un certain nombre de sujets très juridiques. Dans certains pays, on ne peut pas le faire. Il y a des sujets fiscaux dans certains pays. Enfin, il y a plein de raisons qui freinent. Mais c'est vrai que quand on fait le constat, on a un actionnariat salarié qui reste très franco-français et très guidé par les règles franco-françaises. Et ceci se retrouve évidemment dans notre système de représentation au conseil d'administration, puisque nous avons le système des privatisations, c'est-à-dire de salariés élus par les salariés français et pas par les salariés mondiaux. C'est un sujet qui a fait l'objet de débats régulièrement, et en fin de compte, on a toujours renoncé à changer en disant bon, tant que l'actionnariat salarié ne s'est pas vraiment équilibré entre la France et l'étranger, il vaut mieux garder le système que l'on a. Alors, nous avons expérimenté, nous avons expérimenté un modèle assez spectaculaire et assez peu fréquent, qui est qu'en 2011, on a fait un plan d'actionnariat salarié égalitaire d'attribution d'actions pour tous les salariés dans le monde de 40 actions, qui était conditionné par un dispositif double à la fois de performance financière et de performance non financière, et donc qui a été attribué en 2 temps, 4 années plus tard, 3 et 4 années plus tard, en France et à l'étranger. Et ceci donc totalement égalitaire, c'est-à-dire quels que soient les niveaux de revenus, on n'a pas fait de parité de pouvoir d'achat, on a attribué 40 actions partout, donc y compris à Madagascar, et 40 actions Société Générale à Madagascar, ça représente beaucoup par rapport à la France. Alors, le seul ennui, c'est évidemment le coût de l'organisation d'une telle infrastructure. C'était à un moment où nous avions fait un plan sur plusieurs années destiné à l'ensemble des investisseurs, et l'objectif, c'était évidemment d'associer l'ensemble de l'entreprise, d'aligner l'ensemble de l'entreprise avec ces objectifs. C'était conditionné par de vrais objectifs à la fois financiers et non financiers, très palpables par les salariés. Je crois que ça a été bien reçu. Probablement d'ailleurs mieux à l'étranger qu'en France, où en France c'est apparu peut-être moins important que les dispositifs historiques d'actionnariat salarié, alors qu'évidemment à l'étranger c'était plus spectaculaire. Dernier point qu'il faut noter, mais qui est très spécifiquement bancaire, c'est qu'une partie de notre actionnariat salarié vient des modalités de rémunération dans la banque, puisque
un certain nombre de salariés, et pas les moins rémunérés, sont obligatoirement rémunérés dans les parts variables à 50% en actions ou en produits de type action, mais nous utilisons les actions gratuites pour un certain nombre de salariés. Et donc, je suis en dehors du modèle traditionnel, évidemment, de l'actionnariat salarié, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année d'actions qui sont attribuées de cette manière. Et alors malheureusement, ils ne sont décomptés nulle part dans l'actionnariat salarié puisque ça passe par d'autres voies, mais ça pèse de manière relativement significative. Puisque si je compare, par exemple, on attribue en gros 100 millions de participations chaque année, et vous voyez, ça fait 50 millions d'actions qui sont attribuées sous cette forme, et il y a d'autres formes, évidemment, plus traditionnelles d'attribution d'actions dans d'autres dispositifs. Donc on a un modèle en réalité assez diversifié. L'une de nos faiblesses est probablement de ne pas en faire une sorte de synthèse politique, et donc de rester dans le modèle un peu traditionnel des plans d'épargne entreprise, etc., dans notre communication interne sur ce poids qui est quand même très fort de l'actionnariat salarié. Je vous remercie. Avec un tel poids en matière de donc 7% du capital et 11% des droits de vote, est-ce que vous constatez un suivi lors des assemblées générales annuelles que ces actionnaires salariés suivent, donc c'est une question sur la gouvernance, suivent la stratégie et la gouvernance, donc votent avec le management les résolutions qui sont présentées à l'Assemblée générale ? Je ne peux avoir d'analyse que sur la partie plan d'épargne d'entreprise. Donc on est dans un modèle qui n'est probablement pas complètement original, donc avec... Enfin si, ce qui est original, c'est que tous les salariés dans le PE ont le droit de vote en direct. Et donc ça, c'est la règle de base. Chaque salarié vote. La pratique, malheureusement, est qu'un grand nombre de salariés ne votent pas, et donc leurs actions sont votées par le système collectif paritaire qui est dirigé par 50% représentants des organisations syndicales, 50% la direction, et avec une règle qui est importante, c'est qu'en cas d'égalité de vote sur le choix à opérer, ça aboutit à une abstention, donc à un vote contre. Donc on a un dispositif qui aboutit à ce que les salariés... On a très souvent des votes contre du fond. Il suffit que tous les syndicats soient d'accord pour être contre, et ceci est arrivé fréquemment sur des sujets pas négligeables, tels que la rémunération des dirigeants, tels que des conventions réglementées, tels que le dividende, et ce n'était pas parce qu'il n'était pas assez élevé, etc., etc. Donc on a un système qui est donc ouvert, c'est-à-dire chaque salarié peut voter, 2 après, et dans le dispositif traditionnel, mais qui aboutit à des votes qui ne sont pas du tout alignés. Et on regarde ça comme le lait sur le feu, parce que vous avez 12% des droits de vote, et quand vous avez un quorum de 60%, 12% des droits de vote, on regarde ce qui se passe quand même. Donc on fait très attention, évidemment, à ce sujet-là. Juste un point, je ne veux pas allonger, mais juste un point, de manière un peu triste, le fait d'être passé d'un vote papier à un vote électronique pour les salariés a conduit à ce qu'il y ait de moins en moins de salariés à voter. C'est-à-dire qu'ils votaient plus quand ils recevaient un papier chez eux et renvoyaient le papier que quand on leur envoie des mails pour voter. Et nous nous acharnons depuis 2 ou 3 ans à faire remonter ce taux de vote. Nous y arrivons progressivement, mais on a perdu 15% de vote direct pratiquement des salariés en passant à l'électronique. Je vous remercie. Alors, je vais me tourner. I'm going to turn to the asset managers. Michel, so as you, following what Patrick Suet and Namita Shah explained, a number of companies, particularly in France, employee shareholders have become the largest shareholders in terms of percentage of the capital held and voting rights. So how do you view these shareholders as a BlackRock? And do you consider them as what we call here reference shareholders? And do you see an alignment in terms of
shareholders vis-à-vis the strategy and the governance, or any other important topics? Thank you. Thanks, Josiane. So from BlackRock's point of view, we are generally favorably minded around employee share ownership and employee shareholder mechanisms for some of the reasons that have been outlined already, in the sense that that you're creating a stable base of shareholders who understand the company well, are relatively close to management in the sense of being able to assess management's capabilities, management's performance, probably in a way that is better informed and more detailed than a lot of arm's length shareholders. We generally vote for capital increases to enable additional or an extension of an employee share ownership plan, as long as that threshold is around 10%, below 10%. And that is, again, for some of the reasons already outlined. The concern we have is the potential for these mechanisms to be used as an anti-takeover device or takeover defense. And it isn't to say that takeovers are the only way to ensure efficient capital markets, but without the potential for a takeover, there is scope for management to become entrenched and to not feel accountable to the vast group of investors. So on the positive side, we think it does encourage the solidarity that the first speaker spoke of, and it encourages employee engagement. And when we have an engaged workforce, employees who feel connected with the company and with management's leadership, there is a clear correlation with productivity and innovation, and a stronger sense of culture around the company, which all tend to lead to more sustainable financial performance over time. And I think that's where the alignment comes in with minority shareholders, such as BlackRock's clients, because our clients are all individual savers, people saving through mutual funds and other mechanisms, and corporate pension funds, amongst other kinds of long-term investors. And many, many people depend on BlackRock to generate returns that they can use in funding their retirements and funding their long-term financial goals. So any mechanism that increases the likelihood of a focus on management's part on long-term sustainable financial performance, we think creates that alignment with our clients, and therefore is something that we would support. I do identify with some of the downsides that have already been raised, and particularly from the employee perspective, something we hear quite often about these mechanisms, including in US, where you have employee savings plans or employee stock purchase plans, which are a different structure to here in France, but they're still a way for employees to benefit in the capital improvement in the company over time, is that employees are putting all their financial opportunity at risk in the same company. And so their job depends on it, their weekly, monthly income is dependent on that company, and then their long-term savings, and particularly if they also have retirement savings that are heavily invested in the sponsor company. So I think there's always a balance to achieve between creating the alignment through investment in the company you work for, and having some diversification in your financial and other economic exposures. So I'll leave it there. Thank you. I do have one question, though, coming back to what you mentioned about the 10% ownership by employees. Does it mean that BlackRock would refrain from investing in a company that is controlled by its employees, say they own 30% of the equity, or you would still invest but with a lesser percentage? Well, the vast majority of the investments that BlackRock makes on behalf of our clients are invested in index strategies. So we are generally investing across a market rather than choosing individual companies in each market. So we don't have that particular choice not to invest. Where we thought there might be
a sort of balance away from the ability of the company to address the concerns of our clients as shareholders. We would engage with the management and possibly with the board and try and understand what protections there are in terms of getting that balance right between the rights of the employee shareholders and the rights of the minority outside shareholders. Thank you. One more question before I move on to Xavier Collot. Recently, the UK government backtracked on putting employees on UK boards. Is it something that BlackRock felt strongly about, had a position about, or? Our general view is that the role of the board is to provide strategic and operational direction, and employees could have a role in that. It's not necessarily through being on the board to achieve it. And I think there are other mechanisms that are probably more beneficial to employees, such as employee workers' councils and so on, that provide that channel of communication and arguably accountability rather than being on a board, just as we don't think there's a role for shareholders to sit on boards as a general rule. Thank you. So I'm moving to Xavier Collot. Et donc, Amundi est le principal gestionnaire de l'épargne salariale en France. Pourriez-vous préciser ces données et comment sont exercés les droits de vote en Assemblée générale? Quelle opinion d'un investisseur institutionnel aussi sur ce? Merci. Bonjour à tous. Alors, peut-être, je voudrais juste me permettre de... Je vais répondre à votre question sans crainte. Je voudrais juste peut-être rappeler 2-3 points sur l'actionnaire salarié, puisque bien souvent, on oublie finalement que l'actionnaire salarié en France, c'est une longue histoire, et qu'en fait, les Français sont les champions d'Europe de l'actionnaire salarié. Ça, c'est un point qu'on oublie souvent. Et qui fait que si on veut encourager l'actionnaire salarié dans le futur pour les prochaines lois, encore faut-il expliquer que les fondamentaux sont bons. Et effectivement, on a dit tout à l'heure 100 milliards, c'est pas loin, moi j'ai en tête 95 milliards, mais tout converge. Plus de 3,5 millions d'actionnaires salariés au sein des entreprises françaises, d'entreprises cotées, d'entreprises non cotées, de grands groupes aux petits groupes, voire aux petites entreprises. C'est significatif. Bien entendu, on préférait que ça soit, comme en 2006, 7 millions d'actionnaires individuels. Mais ce n'est pas le cas, c'est quand même significatif. 40%, les actionnaires salariés français représentent 40% des actionnaires salariés européens. Donc ça existe en Europe, on s'est posé tout à l'heure la question, ça existe en Europe, mais c'est prépondérant en France. Et c'est une excellente chose. Donc il y a une tendance de fond qui est extrêmement bonne sur l'actionnaire salarié en France depuis un certain nombre d'années. Il faut quand même rappeler que l'actionnaire salarié a traversé des tempêtes parfois douloureuses dans un certain nombre d'entreprises. Et je le dis en tant qu'opérateur de marché, opérateur d'opérations d'actionnaires salariés et accompagnant un certain nombre de grands clients aujourd'hui depuis de longues années. L'actionnaire salarié, finalement, c'est un lien qui s'est tissé entre l'entreprise, son histoire et ses salariés. Malgré les tempêtes, on se rend compte aujourd'hui, l'exemple de la Société Générale historiquement, puis d'autres entreprises encore récemment, on voit bien que les actionnaires salariés restent fidèles. Retenez une chose, on parle de long terme, l'actionnaire salarié, c'est la durée moyenne de détention des actionnaires salariés, c'est 14 ans. J'achète pas une action pour 2 jours, j'achète pas une action pour jouer en bourse, j'achète pour la durée. Donc c'est un engagement de durée dans l'entreprise qui se matérialise par les chiffres que je vous ai donnés en préambule. Donc aujourd'hui, le poids de l'actionnaire salarié se développe et se développe bien. Je voudrais juste rappeler qu'en 2016, sur le SBF 120, ce qu'on appelle le SBF 120 en France, mais il ne faut pas occulter toutes les autres entreprises qui ne sont pas dans le SBF 120, et il y en a beaucoup, il y a eu 32 opérations d'actionnaires salariés qui ont été réalisées en France, ce qui est significatif, qui représente à peu près 3 milliards de capitaux levés auprès des salariés dans les entreprises, ce qui est significatif. Ça renforce et ça participe à la consolidation des fonds propres des entreprises. Et à ce titre-là, on est plutôt dans une tendance aujourd'hui où un certain nombre d'émetteurs ici présents, et puis d'autres, se mettent dans une logique, ça a été évoqué tout à l'heure, dans une logique de récurrence. Puisque l'actionnaire salarié, c'est d'offrir cette capacité permanente aux salariés d'acheter à bon compte
des actions de son entreprise, avec des mécanismes qui existent en France qui sont quand même extrêmement favorables, à travers les mécanismes d'épargne salariale. Il ne faut pas l'occulter, c'est quand même très avantageux en France d'être actionnaire salarié de son entreprise. Il y a des mécanismes de décote, il y a des mécanismes d'abondement, il y a des mécanismes d'effet de levier qui vous permettent de garantir votre valeur d'achat dans votre entreprise. Et il y a donc un phénomène de fond. Ce phénomène de fond, il déborde aujourd'hui largement les frontières de la France, puisque la majorité des émetteurs français sont présents en Europe, mais également dans le monde. Et on voit bien des participations de plus en plus élevées des salariés au capital de l'entreprise. Et c'est toujours compliqué d'acheter une valeur euro contre du dollar, contre du yen, et ainsi de suite. Mais les salariés participent aisément en fonction de leur capacité et pouvoir d'achat local. On a cité tout à l'heure un grand patron d'une grande compagnie française qui s'appelle Saint-Gobain. On a fêté cette année la 30e opération. 30 ans d'opération d'actionnaires salariés, pas en France, dans le monde, avec des taux de participation très conséquents de l'ensemble des salariés du groupe, et encore une fois, pas qu'en France. Donc, l'actionnaire salarié, ça déborde des frontières, et donc ça consolide, bien entendu, finalement, le lien qu'il peut exister entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés. C'est quelque chose de très fort que les pouvoirs publics veulent pousser aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore complètement réussi à réconcilier en France, depuis un certain nombre d'années, le salariat avec le chef d'entreprise, avec les actionnaires. On a réussi à relancer l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose, mais on n'a pas réussi encore à consolider cette relation. Et l'actionnaire salarié est un des vecteurs forts de cette réconciliation. Concernant la gouvernance d'entreprise, en France, les mécanismes sont prévus pour faire participer les salariés au capital de l'entreprise, mais aussi aux décisions d'assemblée générale et également au conseil d'administration. Un certain nombre de réformes ont eu lieu. La dernière en date s'appelle la réforme Rebsamen. Je vous rappelle que toutes les entreprises de plus de 1000 salariés, filiales comprises, présentes, dont le siège est en France, doivent nommer un administrateur salarié au board de l'entreprise. Et pour les entreprises étrangères présentes en France à hauteur de 5000 salariés, elles doivent également nommer un administrateur salarié. Et puis par ailleurs, lorsque les entreprises ont un actionnaire salarié représentant plus de 3% du capital, il est dans l'obligation de nommer un actionnaire salarié. Donc finalement, la représentativité des salariés en gouvernance est relativement forte et il y a un affectio societatis très fort présent par les salariés actionnaires à travers leur conseil d'administration. Les assemblées générales sont parfois importantes et un événement de la vie de l'entreprise où bien souvent, c'est la représentation par le Fonds commun de placement d'entreprise, le FCPE, d'actionnaires salariés qui prend part au vote à travers des choix opérés par les membres de ces conseils, qui, je vous rappelle, en France, sont paritaires avec une voix prépondérante donnée au collège salarié pour participer aux décisions d'entreprise. Donc ensuite, il peut y avoir des votes qui se font directement via les salariés. C'est le cas, pas chez Amundi, mais au sein du groupe Crédit Agricole, puisque chaque salarié est un actionnaire votant directement à l'ensemble des résolutions de l'Assemblée générale. Donc, la démocratie actionnariale existe réellement en France. Elle s'est beaucoup développée ces dernières années. Et le sujet, bien entendu, c'est d'étendre cette démocratie salariale, d'actionnaires salariés, en dehors de France. Et c'est vrai que les mécanismes sont moins facilement compréhensibles. Les organisations des entreprises ne permettent pas toujours, mais ça se développe de plus en plus. Et on voit une part prépondérante à travers des plans d'épargne internationaux qui permettent de fédérer un certain nombre de représentants par pays et qui participent donc à la politique de vote dans le cadre des entreprises. Moi, je tiens à souligner, je suis extrêmement frappé par le lien de solidarité qu'ont les salariés. Je vais citer une entreprise que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Vallourec, qui a traversé des difficultés profondes ces dernières années. Le taux de souscription des salariés en période d'eau basse a été de plus de 70%
ça illustre parfaitement le taux de solidarité des salariés à la survie de l'entreprise et au financement de leur écosystème. Donc c'est fondamental, et c'est fondamental d'encourager ces mécanismes. Alors ces mécanismes, ils souffrent d'une chose, comme toujours un peu en France, c'est la fiscalité qui est changeante. Une fois ça monte, une fois ça baisse, c'est jamais très clair. Les mécanismes de prélèvements sociaux peuvent évoluer. Donc ça, malheureusement, ça chasse en général la bonne monnaie, puisque les salariés, finalement, ils investissent, ils prennent un double risque. Ils investissent dans le capital de leur entreprise, rien n'est garanti par définition, et ils prennent un risque fiscal. Donc c'est probablement dans les mesures à pousser auprès du projet Pacte, encouragé par le gouvernement, c'est probablement cette stabilité qu'il faut aller chercher à travers l'action des salariés, probablement pour encourager les salariés à mettre davantage de leur participation, intéressement dans les dispositifs d'épargne salariale de leur entreprise, et via des mécanismes d'actionnariat salarié. C'est très ouvert. Et un autre phénomène aussi, on a parlé tout à l'heure du forfait social, et qui est un point important. Le forfait social est toujours une menace qui parfois peut dissuader les entreprises à encourager à faire de l'actionnariat salarié ou d'autres mécanismes d'investissement dans le cadre de l'épargne salariale. Donc, si on veut développer, pour le coup, l'actionnariat salarié, non pas dans les grands groupes, parce que les grands groupes, le SBF 120 est très bien équipé, ce n'est pas le sujet, dans des entreprises de taille intermédiaire ou plus petites, il faut effectivement lever l'embargo et cette épée de Damoclès que peut être le forfait social sur l'entreprise. Parce que que voulez-vous qu'un chef d'entreprise de taille intermédiaire ouvre le capital de son entreprise à ses salariés si en plus il doit payer des taxes supplémentaires? Ce n'est pas très attractif, et donc il n'a pas forcément envie. Et donc c'est probablement un des freins qu'il faut faire sauter en France pour encourager finalement un écosystème, puisque on parle aujourd'hui davantage de partage du profit, de redonner de la valeur, de repartager la valeur créée dans l'écosystème d'entreprise à destination des salariés. Ça suppose également qu'on encourage cette bonne monnaie à investir dans l'écosystème d'entreprise à travers ses fonds propres. Plus de fonds propres, plus d'investissement par définition. Voilà, j'ai probablement été un peu long. J'espère avoir répondu pour une partie à vos questions. Je vous remercie pour cela. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce que je note, c'est que les entreprises du SBF 120 sont bien préparées, mais également, il faudrait un peu plus peut-être de médiation, d'encouragement du gouvernement vis-à-vis des entreprises pour débloquer un peu le forfait social, c'est cela? Et y a-t-il au sein du MEDEF ou de la FEP un groupe qui travaille à cela? Alors, sur la place, il se trouve que moi, j'ai une casquette également de président de la commission épargne salariale de l'Association française de gestion, qui fédère l'ensemble des asset managers français. Mais il y a également, bien entendu, le MEDEF qui est très présent sur ces sujets-là. Il y a également Fondact, que probablement un certain nombre d'entre vous connaissent. Il y a aussi la Fédération française des actionnaires salariés. Bien entendu, tout le monde pousse dans ce sens-là, sur une fiscalité pas pénalisante sur la détention d'actions de l'entreprise, mais aussi de l'encouragement à détenir des actions de son entreprise dans la durée. On voit bien, c'est un phénomène de stabilisation du capital, et c'est toujours très intéressant. On voit bien le côté apaisé d'une entreprise dont les salariés sont présents au capital. Je vous remercie. Now, moving back to Namita. Do you believe, with your experience at Total and also hearing other panelists here, that employee shareholders can be considered as the cement of a corporate culture? Can they contribute to a company's transformation in order to face all these forthcoming challenges? And there are a number of them every year. Yes, I do believe that. I mean, I think that the more ways that we find for employees to be implicated in the strategy and the growth and the different challenges of the company, the more we motivate them to to think about these issues, to talk about these issues, and to ask questions about these issues. And the fact that they're so invested in a company
you know, and it has been mentioned, a lot of our employees have a large amount of their savings in the company, and they are very loyal. They stay for a very long time. So they're very invested in the long term. And I think that is something that's important, is to be invested in the long term. And when you're invested in the long term, it does encourage employees to want to understand what the next steps are. I mean, the oil and gas industry has had a difficult time in the last 3 years. We've seen that our employees have mobilized, both in working towards getting ourselves sort of back on track, and also in the last capital increase, where we didn't see a decrease of the number of employees who subscribed to the program, despite the fact that they could have asked the question, is it the right time to be in an oil and gas company? Because I think that they're very implicated in the fact that we have a strategy which is taking us into the long term. So I think that it's a real leverage to give momentum and to reunite the employees in a common cause, especially when times are difficult. So I'm going to ask the same question of all the speakers, all those panelists. So, do you believe that employees can be considered as the cement of the corporate culture? And can they contribute to a company's transformation and help the company face all the challenges, the various challenges that it's facing? I absolutely do, and you see it in the reverse often more than you see it in the positive, in the sense that when something goes wrong at a company, you see that was fundamentally embedded in the company's culture. A very high-profile example recently was Wells Fargo, another one, VW, and so it's both that employees adapt to operate within the culture, but they also shape the culture. And to the extent they see a culture that seems misaligned with the long-term sustainability of the company, I think if they're also economically invested in the future of the company, perhaps they feel more motivated to push back on poor culture. I think the other thing, well, I'd be interested to hear a little bit more, in terms of this transition and cementing the culture and so on, if it is less than 100% employee participation, what's the involvement, what's the role, or how do employees interact differently between the group that are employee shareholders and the ones who are not? And panelist turn question. Okay. Before I ask that question to all the panelists, I'm going to ask Patrick Suet and Xavier Collot to answer the question about employees as cement of a culture. Alors, dans l'histoire de Société Générale, c'est assez évident, puisque nous avons connu au cours des 30 dernières années un certain nombre d'événements où les salariés ont été clés dans la mobilisation, que ce soit sur des opérations de marché en 88 et en 99, que ce soit après l'affaire Kerviel, où il a fallu lever du capital et la mobilisation des salariés a été vraiment unanime pour soutenir cette levée de capital. C'est vraiment très fortement dans les gènes de Société Générale. Mais je voudrais prendre un exemple qui est tout récent. Nous avons fait la semaine dernière un Investor Day qui était programmé depuis longtemps, et nous avions organisé un dispositif d'augmentation de capital réservé aux salariés pour le mois de décembre, accompagnant cet Investor Day pour donner de l'horizon d'investissement aux salariés. Et pour ça, d'ailleurs, on avait mis en place un dispositif socialement très bien reçu, qui était un surabondement de 300% pour les 300 premiers euros d'investissement. Pour des raisons juridiques que je ne mentionne, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, on a été obligé de ne pas faire cette augmentation de capital. Et on a mesuré là le niveau d'attachement à ces opérations. Dans l'entreprise, ça a été vraiment un choc fort, puisque alors même qu'on est dans une période, tout le monde le sait, de transformation très forte de la banque, on avait puisqu'en réalité, les gens avaient présouscrit dès le mois de mai, le niveau de présouscription était comparable, donc il y avait le même niveau d'investissement, alors que l'horizon bancaire, dans la banque de détail en particulier, est quand même
clairement pas facile. Et donc l'engagement des salariés était extrêmement fort et s'était manifesté extrêmement concrètement. Et donc on a à la fois expliqué, bien entendu, qu'on reportait cette augmentation de capital, mais aussi décidé d'accorder un supplément d'investissement, un supplément d'intéressement en début d'année prochaine pour compenser la perte résultant de cette opportunité qui avait disparu d'avoir une augmentation de capital là. Ça montre que c'est vraiment clé dans le dispositif de la relation entre l'entreprise et ses salariés, dans une entreprise qui a une longue histoire, évidemment, d'actionnariat salarié, comme Société Générale, le niveau de déception qui s'est manifesté au sein de l'entreprise et auquel il a fallu répondre. Maintenant, je me tourne vers vous. Alors, est-ce que vous considérez que les actionnaires salariés sont le ciment de l'entreprise? Et peut-être pouvez-vous répondre à la question, le ciment de l'entreprise. Et peut-être pouvez-vous répondre à la question de Michel. Alors, effectivement, on voit bien, l'exemple de la Société Générale, mais il y en a beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres entreprises. L'actionnaire salarié fédère les cultures. Et on voit à quel point l'actionnaire salarié aussi est un vecteur dans le cadre d'intégration de nouvelles entreprises. Parce qu'en général, ça permet de partager un nouveau ciment, une nouvelle histoire, une nouvelle dimension, une perspective nouvelle pour les collaborateurs qui ne viennent pas toujours des cultures identiques. Moi-même, j'ai vécu 3 cultures différentes et aujourd'hui, je suis actionnaire salarié de mon entreprise. Donc, et pourtant, j'ai 3 parcours différents d'actionnaire salarié. Donc, j'en suis l'illustration vivante de la capacité à tenir en permanence ce fil d'Ariane qui est la culture d'entreprise. Un point important quand même autour de l'actionnaire salarié qu'on n'évoque pas assez souvent et qui est probablement lié à la culture française historiquement, parce que je pense que l'actionnaire salarié est un vrai levier de la pédagogie économique dans l'entreprise. Les salariés ne sont pas d'une grande culture financière, c'est comme ça, hein, c'est le système scolaire. On a une bonne culture littéraire, mais pas toujours une très bonne culture financière. Et l'actionnaire salarié, ça contribue à ça. Puisque quand on fait de l'actionnaire salarié, encore une fois, que l'entreprise soit cotée ou pas cotée, vous êtes obligé d'aller au-devant des salariés et leur raconter une histoire. Hein. L'histoire de votre business, de la façon dont se développe votre entreprise, là où ça se passe mal, là où ça va bien, là où il faut investir, ainsi de suite. Les nouveaux marchés, on voit bien aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont en pleine transformation, ça n'empêche pas de faire de l'actionnaire salarié. Et les salariés suivent, ils comprennent l'histoire. Donc l'histoire est importante et permet d'appréhender mieux le modèle économique de l'entreprise. Et quand vous comprenez le modèle économique, vous avez envie d'être adhérent à cette stratégie. Donc c'est aussi, pour moi, l'actionnaire salarié est en général, et c'est considéré comme ça depuis un certain nombre d'années, comme un plébiscite du top management. Hein. Quand le taux de souscription est très faible, en général, les entreprises, ce que je vois dans mon panel client, se posent des questions. Se posent réellement des questions, de se dire, mais finalement, s'il n'y a pas de souscription, c'est qu'il n'y a peut-être pas de compréhension, il n'y a peut-être pas d'adhésion au modèle économique. Or, un des premiers assets de l'entreprise, c'est l'humain. Hein. Donc, si l'humain n'adhère pas à ça, ça devient compliqué. Donc, ça, c'est probablement un des points importants. Il est important également, on l'a dit, on l'a redit, c'est le ciment du long terme, l'actionnaire salarié. Donc le salarié s'inscrit dans un temps long, là où beaucoup aujourd'hui s'inscrivent dans un temps court. Hein, on voit bien, on est en permanence sûreté entre le temps court et le temps long. Et c'est en permanence, il faut être schizophrène d'ailleurs, puisqu'en permanence, on doit faire des arbitrages court-long. Or, le salarié est dans le long terme. Et ça, c'est un point important. Moi, je trouve qu'il y a un ADN actionnaire salarié d'entreprise. Et j'ai accompagné récemment une PME, 1000 salariés en France. Le chef d'entreprise a fait la tournée de tous ses sites de production. Il était vendre la bonne parole à ses salariés. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une démarche, comme des grands émetteurs viennent vendre leurs actions à des investisseurs. Le patron, chef d'entreprise, va vendre, hein, va au-devant de ses salariés, expliquer la stratégie, expliquer pourquoi il peut être utile de participer au capital de l'entreprise. Donc, voilà, je pense qu'on peut se ravir. Et ce qu'il faudrait, c'est probablement lancer un grand plan horizon. On aime bien se fixer des grands horizons, plan 2020-2030, par exemple, pour qu'en France, on ait, dans toutes les entreprises, 10% d'actionnaires salariés.
Ce serait une ambition phénoménale peut-être, mais c'est probablement une bonne réponse aux besoins qu'auront les entreprises d'avoir je dirais des actionnaires de référence au capital, puisque c'est un des points de votre question d'entrée. Est-ce que l'actionnaire salarié est un point de référence? Je pense que oui. Alors, vous parliez du chef d'entreprise. Alors, les investisseurs ont souvent affaire au directeur financier, au directeur général, au directeur de la communication, Investor Relations. Est-ce qu'en France, vis-à-vis des actionnaires salariés, c'est toujours le directeur général qui est le pédagogue en chef? Là, je veux dire, ça dépend des organisations, ça dépend des entreprises, ça dépend vraiment de leur culture. C'est un peu tout le monde. On voit bien des grands groupes prendre le haut-parleur et parler à tout le monde quand vous êtes 50 000, c'est compliqué. Hein. Donc vous avez forcément dans les grands groupes des ambassadeurs par zone géographique, par business unit, par organisation, ce qui est moins vrai dans une petite entreprise où le chef d'entreprise va être l'ambassadeur. Mais encore une fois, il n'y a pas de modèle universel, c'est lié à l'organisation, c'est lié à un fonctionnement. Je prends une entreprise que j'ai citée tout à l'heure comme Saint-Gobain. La bonne parole, elle est portée par les salariés en fait. Hein. Et vous prenez des groupes comme Auchan, la bonne parole, elle est portée par les salariés depuis 40 ans. Donc voilà, ça dépend des modèles auxquels vous êtes confrontés. Et c'est vrai qu'une entreprise, et je suis agréablement surpris, pour être sincère, du nombre d'entreprises qui se mettent à faire de l'action salariée, qui n'en ont jamais fait, qui se posent beaucoup de questions, qui sont parfois à capital familial. C'est jamais facile de partager le capital hein, quand on est une famille. Et on voit de plus en plus le capital s'ouvrir à destination des salariés. Donc voilà, là, pour le coup, vous êtes obligé de prendre les devants. Alors, le directeur financier est très impliqué, le DRH est très impliqué, mais pas que. Hein. Je crois que c'est l'ensemble du top management est souvent impliqué à ce que ça marche. Michel, you might get an answer to your question eventually. Monsieur Sué, vous voulez rebondir? Il y a un élément technique, il faut se rappeler, c'est qu'en réalité, le taux d'adhésion, il est de pratiquement 100% lorsqu'on fait une opération, puisque compte tenu du mécanisme français créé en 1987, qui est l'investissement de l'intéressement, le réinvestissement de l'intéressement, en fait, seuls les salariés dont le niveau de vie est très modeste, qui fait qu'ils peuvent retirer leur intéressement sans payer d'impôts, seuls eux n'investissent pas en actions. Tous les autres, évidemment, choisissent l'investissement en actions, car compte tenu de la décote, compte tenu de ceci et de cela, c'est le meilleur placement dans le dispositif d'épargne salariale. Donc, en fait, on devrait mesurer le succès dans notre capacité à convaincre des non-imposables de choisir l'entreprise plutôt que la consommation immédiate. Mais ça, on n'a pas de statistiques fiables sur ce point-là. Et en fait, il se trouve que je suis l'auteur, sous l'autorité d'Édouard Balladur, de ce texte de 87. En fait, c'est avec les privatisations celui qui a permis le développement de l'actionnariat salarié. C'est cette astuce technique qui a autorisé le replacement de l'intéressement comme de la participation à 5 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préserver. Pour la petite histoire, je rappelle qu'à l'époque, il y avait 0 impôt sur le revenu à la sortie et qu'il y avait 0 forfait social et qu'il n'y avait pas de CSG, etc. Le monde a changé. Je vous remercie. Maintenant, je vais me tourner vers la salle. Et y a-t-il des questions? Oui, bonjour, Sébastien Crozier, Orange. J'ai un tout petit peu de difficulté à comprendre la façon dont vous définissez la gouvernance, parce que moi, je me réfère aux dispositions de la directive européenne qui n'a pas été transposée en droit français, qui est de 2007, qui prévoit que dans les plans d'épargne salariale, la majorité des membres soit élue au suffrage direct par les salariés et que ça ne soit pas à la main ni des organisations syndicales ni de la direction. Donc quand vous faites référence au fait que les organisations syndicales peuvent bloquer des votes, je ne vois pas comment. À moins que vous n'expliquiez pas la transposition de la directive, ce que je comprends, ni les recommandations de l'AMF en 2011. Donc ça, c'est le premier sujet. Chez nous, on a un suffrage direct et on a
les représentants, les salariés sont élus directement. Donc je suis un peu interloqué de voir que ça ne se pratique pas comme ça partout ailleurs, mais je suis content d'être venu. Le deuxième élément sur l'actionnariat salarié, c'est qu'on a 2 actionnariats salariés sur lesquels, en termes de gouvernance, moi je vous avoue que ça devient très compliqué de comprendre ce qu'est la distribution d'actions gratuites directement au nominatif qui est fait par les entreprises par opposition à ce qui s'accumule au travers des fonds de l'épargne salariale. J'en profite pour saluer la qualité de gestion d'Amundi parce que d'autres acteurs sont beaucoup moins transparents dans leur gestion. Mais il ne reste pas moins qu'on a 2 actionnariats salariés qui sont extrêmement distincts et sur lesquels les règles de gouvernance sont quand même pas simples à gérer. Parce que quand vous avez des salariés qui sont inscrits au nominatif, leur demander de voter en assemblée générale au travers d'un vote électronique, ça devient quand même néanmoins très compliqué. Donc qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous recommandez sur ces dispositifs-là? Et puis enfin, la question de la personnalité morale des fonds de l'actionnariat salarié est quand même pas tranchée dans la loi. Et le résultat, c'est qu'on ne sait absolument pas où est-ce qu'on va dans la définition des règlements, dans la capacité d'ester en justice, dans la capacité de prendre des dispositions d'orientation dans les assemblées, etc., etc. Donc je vous avoue que l'actionnariat salarié, alors vous allez me dire chez Orange, c'est pas grand-chose, c'est juste 2 milliards d'euros d'investis par les personnels, mais c'est 2 milliards d'euros dans lesquels on vit dans un certain flou, et je suis un peu interloqué de votre, entre guillemets, presque insouciance face à des montants qui se baladent comme ça, et on ne sait pas très bien où est-ce qu'on en est. Donc, en tout cas, merci pour ce que vous venez de dire sur Amundi. Je peux comment te satisfaire. Non, encore une fois, l'actionnariat salarié est quelque chose de très réglementé en France. Très réglementé, notamment quand vous êtes à travers des véhicules fonds communs de placement. Puisque ces fonds de commun de placement, ils sont agréés par notre autorité de tutelle qui est l'AMF. Ils donnent lieu à toute une procédure écrit dans le Code du commerce, en carrefour du droit du travail et au carrefour du Code monétaire et financier. Donc c'est quelque chose de très encadré et sur lequel le régulateur est extrêmement vigilant et de plus en plus vigilant. C'est-à-dire qu'une opération d'actionnariat salarié, ça se fait dans un mode opérationnel extrêmement strict, dont d'ailleurs l'AMF s'assure toujours que ce n'est pas de la vente. Ce n'est pas de la vente, pour éviter effectivement des recours a posteriori en disant on m'a incité à souscrire et l'action a baissé. C'est rarement quand elle a monté d'ailleurs qu'il y a des recours, c'est en général quand ça a baissé ou quand il y a une phase de sursouscription au capital de l'entreprise. Donc voilà, enfin, que je ne peux pas rajouter plus de choses que c'est très bien organisé en France. Après, chaque entreprise a son organisation, son appréciation du sujet. Voilà, je ne sais pas si je peux répondre davantage à votre question, moi me concernant. Sur le rôle juridique du FCPE, du Conseil de surveillance. Là, c'est un certain nombre de sujets qu'il faudrait voir aujourd'hui, qui n'est pas traduit dans les textes, sur la responsabilité juridique, d'ailleurs, voire même responsabilité pénale des membres d'un conseil de surveillance. Si on poussait le sujet encore plus loin, puisqu'ils sont acteurs d'une décision, sont-ils pénalement responsables de la décision qu'ils ont emportée pour le compte de... Bon, c'est des sujets qui ne sont pas tranchés dans les textes aujourd'hui et qui sont probablement dans un flou. Qui probablement limite grandement la responsabilité des membres de conseil de surveillance en actionnaire salarié en tout cas. Je vais laisser Patrick répondre à votre question et puis on va passer à la question suivante. Sur les... Alors, d'abord, il ne faut pas faire de confusion entre la représentation au board qui est... au conseil d'administration qui est régi par des règles d'élection spécifiques et puis la question effectivement des fonds et de la manière dont sont gérés le fonds sont 2 sujets autonomes. S'agissant des fonds, il y a plein de dispositions, plein de solutions possibles juridiquement sur le fonctionnement des fonds. Puisque donc, certains prévoient la possibilité pour les salariés de voter directement, d'autres, ce n'est pas le cas. Le point
de faiblesse, je trouve, et alors c'est pas lié totalement à la personnalité morale, mais il est sur la question de la transparence. C'est-à-dire que je trouve que le fait que la loi n'ait pas imposé, au fond, d'être transparent à l'égard des salariés sur la manière dont il va voter chez nous, sur les rompus, mais chez d'autres, c'est pas sur les rompus, qu'il n'y ait pas une communication claire d'organiser sur ces sujets-là par la loi, me paraît être une vraie faiblesse. Enfin, je pense que là, il y a une difficulté qu'il faudrait résoudre, puisque souvent leurs décisions sont prises à des dates assez tardives d'ailleurs par rapport à l'Assemblée générale et pas nécessairement vraiment communiquées à l'ensemble des actionnaires, alors que c'est quand même un acteur de référence. Donc là, il y a un sujet. Bon, la personnalité morale, c'est un sujet d'une nature qui nous emmènerait un peu trop loin. Merci. On va passer à la question suivante. Je peux? Oui. Donc Bernard Buttori de l'association des actionnaires Havas Groupe Total. Donc bien sûr, merci pour ce colloque. Donc nous sommes tout à fait pour le développement de l'actionnariat salarié, mais nous souhaiterions qu'il soit développé de façon quantitative, mais aussi qualitative. Autrement dit, comment est-ce que vous avez des solutions pour que les actionnaires salariés soient traités à l'égal des autres actionnaires et ne soient pas, entre guillemets, actionnaires de second rang? Donc il y a le modèle Société Générale qui permet effectivement à chaque actionnaire salarié de participer aux AG, d'exercer les droits de vote. Et le conseil de surveillance, si j'ai bien compris, n'exerce que par défaut les droits attachés aux actions. Donc ça me semble être une voie intéressante. Bon, ceci étant, on voit bien qu'il y a également l'accès au capital de la société qui n'est pas égalitaire entre tous les membres de la société, puisque certains y ont accès de façon gratuite. Il y a les distributions d'actions de performance, par exemple, et d'autres doivent souscrire, mettre la main à la poche pour acquérir des actions avec, bon, bien sûr, les risques qui sont attachés. Derrière cela, il y a quand même une dégradation des termes du partage au sein de l'entreprise, et ça fait référence à la conception gaulienne de l'association. Donc la participation est issue de cette idée, donc ça remonte à 70 ans, donc vous voyez, c'est pas nouveau. Et donc De Gaulle disait, entre le capitalisme abusif et le communisme écrasant, la troisième voie devrait être celle de l'association, donc entre actionnaires, dirigeants et travailleurs ou salariés. Donc enfin, on voit que les choses ont du mal à avancer et que les termes du partage se sont plutôt dégradés en faveur des deux premières parties et au détriment des salariés. Et ce n'est pas mon propre propos, hein, tous les experts en conviennent. Et il y a une dégradation à ce niveau-là. D'ailleurs, l'accès au capital est un autre élément de cette dégradation. Donc ma question est toute simple. Est-ce que vous, au-delà de l'aspect quantitatif, parce qu'on voit bien quel peut être l'intérêt des entreprises d'avoir un actionnariat stable qui sert aussi d'autocontrôle, et l'intérêt des salariés qui, à ce moment-là, c'est plutôt un outil d'épargne salariale. Donc, est-ce que l'aspect qualitatif vous intéresse et comment voyez-vous, quelle voie peut-on trouver pour que les actionnaires salariés s'intéressent à l'entreprise aussi en tant qu'actionnaires, aient une conscience économique plus forte et soient donc traités à l'égal des autres actionnaires? Merci. Alors, l'une des manières à l'intérieur même de l'épargne salariale de faire ce que vous appelez du qualitatif, c'est d'avoir des systèmes d'abondement qui permettent justement de traiter plus favorablement les personnes qui ont moins de moyens pour investir. Et ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire un surabondement de 300% dans la limite de 300 euros. Ça veut dire que 300 euros par le salarié et 900 par l'entreprise. Concrètement, c'est quand même pas négligeable. C'est clairement un mécanisme qui peut permettre de rééquilibrer un peu la situation à l'intérieur de l'entreprise. Juste un point, les actions gratuites ne sont jamais gratuites. Hein. Les actions gratuites, c'est la rémunération d'une performance ou l'espérance d'une performance future, ou dans le cas des banques, une part de la rémunération payée en actions. C'est quand même rare qu'elle soit gratuite. Le nom est là, mais la gratuité n'est pas nécessairement là. Ne confondons pas quand même les différents sujets. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, et je ne peux pas parler pour d'autres, mais qui ont des systèmes d'attribution d'actions gratuites très larges. Chaque année, chez Société Générale, c'est 6000 salariés qui bénéficient d'actions gratuites. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Peut-être pour compléter,
c'est une tendance qu'on voit aussi aujourd'hui beaucoup pour peut-être équilibrer, en tout cas encourager davantage. On voit beaucoup se développer l'actionnaire salarié. Vous savez que vous pouvez avoir le bénéfice d'une décote de 30% si vous êtes actionnaire salarié bloqué 10 ans. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Compléter donc une décote de 30%, ce qui est quand même pas neutre, compléter d'un abondement, l'actionnaire salarié est quand même majoritairement encouragé dans ce mécanisme. C'est des choses qu'on voit assez facilement dans des entreprises que je peux citer, qui est l'entreprise Bouygues, où les salariés ils ont 2 formules à leur choix, 5 ans, 10 ans, ils sont majoritairement à 10 ans. Donc, alors, pour être sincère, je pense que l'actionnaire salarié est plus choyé et soigné que l'actionnaire lambda externe au groupe. Donc, après, bien entendu, l'abondement est un mécanisme extrêmement fort et puissant d'amortissement éventuellement à la baisse de la valeur économique de l'entreprise et c'est pas neutre. La décote est un élément important parce que c'est un élément de dilution pour les autres actionnaires, hein, donc c'est au détriment des actionnaires donnés aux salariés. Donc aujourd'hui le mécanisme est assez encourageant, pour être sincère. Alors, on peut toujours aller mieux, faire mieux, encourager, mais si déjà toutes les entreprises proposaient de l'actionnaire salarié, on aurait fait un grand pas en France. Ce qui n'est pas le cas. Je vous rappelle que l'actionnaire salarié est très concentré dans le SBF 120 et peu concentré en dessous. Voilà. Donc, je dirais, les actionnaires des grands groupes ont plutôt un bénéfice que d'autres n'ont pas. Et le sujet dans le partage du profit qu'on évoque assez souvent, c'est de rééquilibrer justement pour que des salariés d'entreprises plus modestes, par la taille, par l'activité, puissent en bénéficier. Et les mécanismes existants, on peut toujours améliorer la participation, l'intéressement, l'abondement, bien entendu, sont quand même déjà assez encourageants. Et si les Français sont champions d'Europe de l'actionnaire salarié, je pense que la mécanique de l'abondement, la mécanique de la décote, de la participation et de l'intéressement sont quand même des grands vecteurs de ce succès. Merci. Michel, Xavier Collot just mentioned a discount and dilution. Xavier Collot just mentioned a discount and dilution, a discount up to 30%. Do you have any views on that as an investor? Well, it's like a lot of issues around incentivization. It's where you strike the right balance between achieving an outcome and disadvantaging others who have a fair right to property. And I don't think there's necessarily any single right or wrong. It's about what's negotiated between willing buyers and willing sellers. So now I'm turning to you, Namita. Do you have, from your investor relations team, any feedback on this question? Do you feel that investors are unhappy about potential discount granted to employee shareholders, or? No, I don't. No, I don't think so. I think, in fact, investors do understand the importance of having the right balance of employee shareholders. I think they understand the implication that employees have. And I agree when you say it's a question of striking the right balance. I think if one day, I don't know, we had 20-25% of our shares held by employees, we might have some investors who might be upset. But I think globally, investors understand that having the employees committed in many different ways, and this is just one way in which employees can participate in the life of an organization, is always a positive thing for them, because it helps move the company forward in all the right ways. So, for us, it's really not a question that's raised in a negative way whatsoever. Oui, je vais peut-être apporter une réponse légèrement différente. Comme vous avez vu, donc nous sommes à un niveau d'actionnariat salarié dans le cadre du plan d'épargne à 7% plus tous les autres dispositifs qui existent. Donc c'est un débat permanent avec les proxys et avec quelques investisseurs, puisque nous atteignons, nous sommes proches de la barre des 10%. Et notamment lorsque nous présentons une nouvelle résolution en matière d'augmentation de capital, quand ils font, tous les investisseurs, leurs additions, ils disent mais avec la nouvelle augmentation de capital, vous allez passer la barre des 10%, puisqu'on fait des résolutions pluriannuelles.
Alors ça fait des années que je m'obstine à expliquer que le mécanisme français d'épargne salariale est un mécanisme qui n'augmente pas la part de l'actionnariat salarié, mais en réalité c'est un système qui fait rouler l'actionnariat salarié dans le temps. On le voit bien, c'est Société Générale. Depuis 1987, on est à 6%. Or, si j'additionnais les presque 30 augmentations de capital qui ont eu lieu depuis, on serait à bien plus que ça, tout simplement parce que les salariés, il y a un moment, ils ont besoin de leur argent. Ils partent en retraite, ils se marient, les enfants se marient, enfin je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ils finissent par liquider leurs avoirs et ils réinvestissent. Et en réalité, dans un mécanisme constant. Donc je pense que c'est un sujet où nous n'avons pas encore été totalement suffisamment convaincants, au moins pour la partie plan d'épargne salariale, pour montrer que en réalité c'est neutre au regard de la dilution, et notamment en plus pour les entreprises qui procèdent à des rachats d'actions, c'est encore plus neutre. C'est ce que nous avons fait pendant des décennies, nous ne le faisons plus pour des raisons réglementaires, mais pendant des années, on a de toute façon toujours annulé la dilution liée à l'épargne salariale par des mécanismes de rachat d'actions. Donc les entreprises sont également très conscientes de ce risque dans leur politique d'épargne salariale. Et ce manque de communication, est-ce que ça se traduit par des votes négatifs en Assemblée générale ? Je peux trouver la trace de vote négatif, oui, absolument. Mais il y a des proxys français qui ont la même attitude. Il y a un proxy français célèbre, dont je ne citerai pas, qui est contre la décote sur l'épargne salariale, par exemple. On va prendre une dernière question de la salle. Oui, bonjour. Bernard Tanzi, Total. Je voudrais rebondir sur un commentaire de Madame Metkins qui finalement s'est interrogée sur le fait pourquoi on n'a pas plus de 40-50% de salariés qui participent. Je ne parle pas de l'intéressement ou de la participation, mais qui participent lorsqu'il y a des augmentations. Comment dire, le commentaire fait par M. Collot sur le fait qu'il y avait 7 millions d'actionnaires en 2006 ou 2008 et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 millions. Et que finalement, les salariés, chat et chaudin, craint l'eau froide peut-être, aujourd'hui, ils se replient visiblement sur le périmètre de l'entreprise avec le plan d'épargne d'entreprise. Mais ils ne sont pas prêts à prendre des risques. Moi, il se trouve que je distribue la revue de l'Havas en tant qu'administrateur de l'Havas et salarié de Total. Et je dois dire que je suis assez surpris des réactions des salariés quand je distribue cette... c'est pas une feuille de chou, hein, ça fait une quinzaine de pages et ça sort tous les 6 mois. C'est très bien documenté. A priori, c'est très intéressant. Et je suis très surpris de voir l'intérêt des salariés. Certes, c'est un petit site, mais ça me donne l'impression que visiblement, la chose économique, la chose qui est pourtant leur entreprise, c'est pas leur truc. Et à la limite, je dirais, pour caricaturer, ils en ont rien à foutre, ça les intéresse pas. À l'exception peut-être d'une petite minorité. Alors, je rapproche ça, et je pense, à mon avis, c'est un peu plus que la problématique du gouvernement d'entreprise. Je pense que c'est plus gouvernement social ou sociétal. Et je me demande si, comme aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, on veut former les jeunes au numérique, et pour ça, on a introduit, dès le primaire, je crois que c'est 1 heure ou 2 d'enseignement de l'informatique, je me demande si ce sujet-là, en termes de culture, je sais pas, sociale, sociétale, ne devrait pas être introduit justement très très tôt, au même titre que l'informatique aujourd'hui est introduit. Voilà. I have a question. We talked about employee share ownership as part of the building the right culture. We also talked about this being part of the incentivization. Do you have evidence at SocGen, Total, that it actually is a useful or valuable mechanism for attracting employees in the first place and also for retention? And I'm not talking about the senior executive, I'm talking about more sort of, mid-management or sort of your rank and file employees. Do you collect this evidence? Do you have the evidence that it's actually working? I think that I don't think that we have very specific statistics that are linked just to this one incentive that we have in place.
What I can say is that, especially at the middle management level, in terms of when the middle management compares to the global package that exists outside, and when they include the fact that they have access to these kinds of share programs, as well as all the other savings programs and the intéressement participation and the global package, I think that a lot of our middle management is very aware that the global package, compared to what happens in other organizations, is extremely strong, and that does act as an incentive to continue. And I do know that, especially with the younger generation, they're not necessarily the ones to think about all these issues when they're actually coming in, especially today. But what I do find quite interestingly, in this age where we talk a lot about how the younger generation is, likes to move out very quickly, etc., is after having spent a few years at the company, and I'd say, it's probably between about, 6 or 8 years, when they start seeing all these different benefits actually pile up, they become, they think twice about getting up and leaving. So when, we hear a lot about, be very careful because a lot of these young people are going to leave straight away. And I think once there's a certain threshold of a certain amount of time, and they've experienced these benefits, it definitely works to get them thinking about, this is actually it's a different deal, it's a different kind of organization, and the global package is not, is not probably, it is not what I'm going to get somewhere else. Je vais faire une réponse aujourd'hui qui n'aurait sûrement pas été la même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, après 20 ans d'augmentation très régulière des cours et d'une activité financière plutôt florissante, c'était incontestablement un argument extrêmement fort d'attractivité, comme chez Total, comme partout ailleurs. Bien entendu, quand on recrute quelqu'un, la partie épargne salariale, politique de l'entreprise en matière d'augmentation de capital fait partie du dispositif. Mais évidemment, la preuve est importante et la preuve était plus convaincante en 1987 qu'en 2017. La crise financière est passée par là. Et donc, la réceptivité des nouveaux entrants à cet argument-là est une réceptivité qui est exactement la même qui explique pourquoi c'était 7 millions et pourquoi c'est 3 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que l'investisseur direct en actions d'entreprise, il regarde à 2 fois aujourd'hui, là où il était probablement plus confiant il y a 10 ans. Donc cet argument existe. Son poids dans la décision me paraît quand même aujourd'hui très modeste. C'est ensuite avec le temps que les gens apprennent à vivre avec, mais ce n'est pas le déclencheur immédiat aujourd'hui. Il y a 10 ans ou 15 ans, je pense que ça pouvait être un déclencheur. Merci à tous. Je vais me remercier nos panélistes pour ce débat vraiment très intéressant et aussi tous les participants dans la salle. Voilà. Merci.